Coucou, bienvenue au Café des Burnies, le podcast qui prend soin des nanas en burn-out. Je m'appelle Sarah, je suis dealeuse de peps pour nanas épuisées grâce à mon expertise d'infirmière, de naturopathe, de coach en résilience et ma passion pour la trichothérapie. Alors ma mission est de t'aider à déculpabiliser, à sortir de ton isolement, à retrouver ta confiance en toi et reprendre goût à la vie. Du coup, chaque semaine, que ce soit en solo avec une nana inspirante, on parlera dévalorisation, échec, harcèlement, mal-être, mais aussi résilience, espoir, épanouissement, reconversion et bien sûr trichothérapie. Si tu veux faire le point sur tes points forts, tes failles, tes qualités, tes excès pour pas dire tes défauts, je t'invite à faire l'exercice avec moi en live ce mercredi 29 novembre à 20h30. Ça se fera en live, en visio dans mon espace Safe Place. Donc si jamais t'écoutes ce podcast bien après le mercredi 29, c'est pas grave, rejoins quand même la Safe Place pour pouvoir assister aux prochains exercices. Maintenant, détends les épaules, cohérence cardiaque et profite pleinement de cet épisode. Alors, cette semaine, j'ai envie de parler de l'arrêt. Parce que je sais pas pourquoi, mais ça fait depuis mon retour de vacances, je ne parle que de ça avec les nanas que je coach. Il y en a beaucoup qui sont en arrêt en ce moment et qui culpabilisent parce qu'elles sont en arrêt, qui meublent leur planning, leur journée pour se sentir actives. Et donc se dire, ok d'accord je suis en arrêt, mais tu vois j'arrête pas quoi. Comme si le fait d'arrêter était problématique. Donc vraiment j'en ai tellement parlé ces derniers jours, je me suis dit... Je reporte les épisodes qui étaient déjà prévus et je vais parler de l'arrêt maladie, mesdames. Qu'est-ce que ça veut dire l'arrêt maladie et comment faire pour bien vivre son arrêt maladie et surtout comment faire pour profiter de son arrêt maladie. Réellement prendre soin de soi, se reposer, dormir et compagnie pendant son arrêt maladie. Parce que vous le savez que le repos est essentiel pour vous remettre d'un burn-out. Vous savez que vous avez besoin d'avoir un sommeil réparateur. Vous savez qu'il vous faut des siestes. Vous savez qu'il vous faut bien manger, bien vous détendre, bien vous relaxer, faire le plein de sérotonine. Enfin, je veux dire, la théorie, vous l'avez. Il n'empêche que déjà, pour une grande majorité, il a fallu vous arrêter de force. Sinon, vous repartiriez au boulot... au bout d'une semaine d'arrêt ou peut-être 2 semaines d'arrêt. Heureusement que certains médecins insistent pour dire non, c'est trop tôt, restez là où vous êtes. Et en plus, une fois que vous êtes en arrêt, culpabilité, honte, on va pas se mentir, par rapport au boulot, comment vous êtes perçu. Voilà, vous vous dites maintenant tout le monde sait que je suis arrêtée à cause d'un burn-out, tout le monde sait que je suis chez moi certainement sous antidépresseurs. Tout le monde sait que je ne vais pas bien et que c'est en lien avec mon boulot ou avec mes enfants, mais voilà. Tout ce que tu caches depuis des semaines, voire des mois, est à la vue de tout le monde, et donc il y a cette gêne, il y a cette honte d'être jugé, et ce qui est tout à fait normal, surtout dans la société dans laquelle on vit, où la critique est ultra facile, et où le regard de l'autre est très imposant. Il y a aussi la pression financière. Des fois, on peut pas se permettre d'être trop longtemps en arrêt, surtout si, en fonction des secteurs, la Sécu, elle prend que tant de pourcentage pendant tant de temps. Enfin bref, il y a cette pression de, il faut bien payer les charges et compagnie. Donc, mais sincèrement, de ce que j'entends, de ce que je vois, la plus grosse raison pour laquelle vous vivez mal votre arrêt, c'est votre incapacité à être inactive, votre incapacité à poser vos fesses quelque part et à ne rien faire du tout, votre capacité à comprendre qu'il est nécessaire juste de m'allonger et de fermer les yeux, pas forcément dormir, pas forcément écouter un podcast pour prendre des conseils, pas forcément faire de la sophro, pas forcément être dans le rendement, quoi, pas forcément en mode je fais quelque chose. Je peux tout simplement être allongée, fermer mes yeux et me concentrer sur ma respiration et éviter que des parasites, des pensées parasites viennent me chambouler. Et pour revenir à ce problème lié à la perception de soi ou à l'image de soi par rapport aux autres, c'est-à-dire le fait de se dire ah maintenant que je suis en arrêt, ils savent pourquoi je le suis, donc ils me voient comme une fragile, eux ils ont su surmonter la pression, moi j'y suis pas arrivée, blablabla. Je voulais vraiment faire un petit point sur les chiffres parce qu'il y a que ça de vrai. En réalité, on a tous des impressions, des a priori, et quand on fait un burn-in ou un burn-out, clairement on est tellement envahi par nos idées négatives que forcément on se lynche matin, midi et soir et c'est nous les fautifs, c'est à cause de moi, c'est à cause de moi. Donc je me suis dit peut-être une petite statistique pour
pour constater l'état des arrêts en France. Donc la stat que je vais te partager, c'est celle de 2022. Selon le baromètre de l'absentéisme au travail de Malakoff Humanis, il y a quand même 42% des salariés qui se sont vus prescrire au moins un arrêt maladie, alors qu'en 2021, il y en avait que 38%. Alors c'est sûr, on est post-Covid, il n'empêche que les arrêts n'ont pas pour motif le Covid, ils ont pour motif psychologique ou burn-out. C'est ceux-là en fait qui ont augmenté. Et t'as pas besoin de faire 20 ans dans une boîte pour pouvoir être légitime de poser un arrêt maladie, parce que quand on voit les chiffres, encore une fois, 46% des personnes qui ont des arrêts pour motif psychologique, c'est des jeunes de 18 à 34 ans. Bien évidemment, les femmes, c'est ceux qui s'arrêtent le plus. On a genre 48% pour les femmes contre 37% pour les hommes. Et encore une fois, c'est pas parce qu'on est plus fragile, pas du tout, mais parce que, je pense que maintenant, en écoutant mon podcast, tu l'as compris, la femme dans notre société, elle a une double journée, elle a plus de responsabilités, elle a plus de tâches physiques, de tâches à effectuer, elle a plus de charge mentale. On lui en demande beaucoup. Si elle est solo, c'est elle qui a les enfants. Si un enfant handicapé ou qui a un besoin bien particulier, c'est elle qui va s'en occuper. Donc, tout ça fait que c'est la femme qui va être plus susceptible de faire un burn-out, et c'est celle qui est plus susceptible de s'arrêter. Et en plus, généralement, elle est jeune parce qu'elle a entre 18 et 34 ans. Donc vraiment, on sort un peu de cette caricature du burn-out où il faut avoir 55 ans, avoir fait 30 ans dans une boîte, avoir élevé ses enfants jusqu'à ce qu'ils soient adultes. En plus, si ça se trouve, elle en a 4. Voilà. Il n'y a pas de case à cocher pour avoir droit, entre guillemets, à un arrêt maladie. Si un professionnel de santé conventionnel dit que vous avez besoin de vous arrêter, alors vous avez besoin de vous arrêter. Et vraiment, j'insiste là-dessus, le stress au travail est particulièrement marqué chez les salariés de moins de 30 ans, dont 52% se sentent épuisés. Alors, est-ce qu'on peut dire que la jeune génération n'a pas le même rapport au travail? Est-ce qu'on peut dire que la jeune génération ne prend plus? Peut-être qu'elle subit plus la pression parce qu'on lui a mis plus de pression. Est-ce qu'on peut aussi mettre dans le constat tout ce qui est hyperstimulation des écrans, des téléphones, des réseaux sociaux? Bref, on pourrait étudier le pourquoi du comment les jeunes salariés n'y arrivent pas. En fait, on n'accepte plus les conditions de travail actuelles. Ils n'acceptent pas de se laisser aller jusqu'au burn-out, et donc ça arrête bien avant. Enfin, on pourrait en parler, mais encore une fois, je voulais moi surtout insister sur le fait que il y a plus d'arrêts maladie par rapport au burn-out qu'en 2021. Il y a plus d'arrêts maladie par rapport au burn-out chez les jeunes entre 18 et 34 ans. Et il y a plus d'arrêts maladie par rapport au burn-out chez les femmes. Donc aujourd'hui, est-ce que peut-être tu as besoin d'entendre ces chiffres-là pour te dire « Ok, d'accord, donc j'ai le droit d'être en arrêt ». Mais normalement, même sans ces chiffres-là, si un médecin, si un psychologue, un psychiatre, ton médecin du travail te dit que tu as besoin d'un arrêt maladie, c'est que tu as besoin d'un arrêt maladie. Et que aujourd'hui, certainement tu culpabilises parce que tu ne sais pas prendre soin de toi, que t'as pas l'habitude de prendre du temps pour toi, que t'as toujours carburé toute ta vie, et donc aujourd'hui tu te retrouves avec beaucoup d'espace en termes de temps et de place aussi, que tu te dis attends mais pourquoi est-ce que je suis en arrêt, c'est pas normal, normalement je devrais aller carburer comme les autres. Certaines pourraient se sentir un peu comme si elles abandonnaient leur famille. Parce que on leur dit il faut vous allonger, il faut dormir, il faut penser à vous, faut bien que vous mangiez bien, que vous bougiez bien, et donc tout ce temps que vous prenez pour vous, forcément c'est du temps en moins pour les autres, et donc vous pouvez aussi vous dire oui, t'as vu, je m'occupe plus de mes enfants, ou je m'occupe plus de telle personne ou telle personne, et puis mes collègues ils prennent ma charge de boulot, pourquoi je suis juste allongée dans mon lit alors que mon collègue il bosse pour deux. Et quand tu vois que dans notre société, une femme, elle doit être au top tout le temps et partout, encore une fois, tu te dis pourquoi ma voisine, elle arrive à gérer la famille, le boulot et les associations, alors que moi, je suis en train de comater sous ma couette. Donc il y a aussi cette pression sociétale qui te rend cet arrêt maladie très difficile. Mais on revient toujours soit au regard de l'autre, soit à la culpabilité.
soit au lâcher prise. Lâcher prise dans un monde où il faut être constamment connecté, productive, dans le rendement, dans le faire, dans le enchaîner, dans le anticiper, dans le optimiser. Et voilà, faut se reposer, c'est trop bizarre. Donc toi, quand tu es en arrêt, ça te semble vraiment de la perte de temps et tu as beaucoup de mal à juste ne rien faire. Du coup, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller nettoyer le garage, laver les fenêtres, faire le tri dans les vêtements, refaire les travaux de ta cuisine. Et c'est vraiment des exemples véridiques là, ce que je vous partage. Elles blindent leur journée du matin au soir de manière à ne jamais se sentir inactives, parce que le fait d'être inactive leur rappelle qu'elles sont en arrêt. Et donc, ça vient enclencher toute la culpabilité, les peurs et compagnie. Le truc, c'est que si aujourd'hui vous êtes en burn-in ou en burn-out, c'est justement parce que vous vous êtes surblindé de tâches, parce que vous vous êtes surchargé, parce que vous vous êtes suradapté et parce que vous n'arriviez pas à avoir des temps pour vous, des temps de pause, des temps de repos. C'est ça qui vous a... c'est ça. Voilà, je généralise, vous voyez ce que je veux dire, mais je veux dire, c'est ça qui a mené vers le burn-out. Donc, si pendant ton arrêt, tu fais exactement la même chose, c'est mathématique, j'ai envie de dire, c'est pas pour demain que tu vas remonter la pente, c'est pas pour demain que tu vas retrouver ton énergie, c'est pas pour demain que tu vas recharger tes batteries, c'est pas pour demain que tu vas retrouver ton dynamisme et ta joie de vivre. Rappelle-toi que la charge mentale qui était là tout au long de la phase 1, de la phase 2 et peut-être de la phase 3 du burn-out pour certaines, elle va pas disparaître du jour au lendemain. Quand tu vas te mettre en arrêt, cette charge mentale, elle va pas pouf comme ça partir, faire ses valises et ne plus jamais revenir. Il faut du temps et c'est une compétence comme une autre. Vous avez besoin d'apprendre à alléger votre esprit, alléger vos journées, faire le minimum vital, accepter que vous devez porter uniquement ce qui est de votre responsabilité et que vous devez donner les autres responsabilités aux personnes concernées. Prendre soin de soi, ça reste une compétence en soi. Faire une sieste, c'est une compétence. Se balader sans raison, c'est une compétence. Vraiment, c'est de l'apprentissage. Un apprentissage tout bizarre qu'on n'a pas fait quand on était petite, ni au lycée, ni personne ne nous en a parlé quand on a commencé à bosser. Il n'empêche qu'aujourd'hui, tu sais que tu as besoin d'apprendre. Apprendre du temps pour toi et apprendre à te la couler douce en fait. Mais ça va pas venir comme ça tout seul. Et c'est pas parce que tu vas le répéter devant ton miroir que ça va se concrétiser. Vraiment, il est crucial de travailler sur la déculpabilisation, sur le fait de déléguer certaines tâches. Donc travailler sur la notion de ils vont pas savoir le faire, ils vont pas vouloir le faire, j'ai déjà essayé, ça n'a pas marché. Bref, il y a tout un tas de raisons qui font qu'aujourd'hui tu vas absolument tout faire et tout contrôler, donc il faut travailler là-dessus. Faut aussi revoir un peu tout le modèle de la famille, le soutien de la famille, apprendre aussi à demander de l'aide, à accepter l'aide qui t'est proposée. Il y a un gros travail sur soi en fait. Pour bien vivre l'arrêt maladie, je vais te partager d'autres exercices à faire pour bien vivre ton arrêt maladie, mais encore une fois, je veux pas te vendre du rêve, c'est-à-dire que le plus difficile, c'est de travailler sur ton état d'esprit, sur ton mindset et sur tes croyances limitantes. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on peut faire tout seul. Voilà, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire tout seul, mais travailler sur soi tout seul, c'est pas possible. Tu fais ça soit avec, par exemple, avec moi, ou avec une thérapeute, ou avec une psychologue, et des fois, faut accumuler les trois, parce que tout dépend où est-ce que tu en es aujourd'hui dans ta vie, tout dépend sur quoi tu dois bosser, sur combien de croyances tu dois bosser. Tout dépend l'armure que tu t'es faite autour de toi, tout dépend ta résistance au changement. Donc, mais clairement toute seule c'est pas possible. Même par exemple moi j'ai une formation à 47 € où vraiment les exercices, c'est les exercices que j'utilise avec absolument toutes mes coachées. C'est juste que t'es pas coaché pendant cette formation là, et je sais que c'est difficile, et c'est pour ça que même si t'es pas coaché en live, je dis toujours aux filles, il faut m'envoyer des mails, il faut m'envoyer dans la safe place, il faut écrire dans le feed pour que tout le monde lise la question, que tout le monde réponde, parce que un travail sur soi en solo, c'est impossible. Je vais pas vous mentir, ça ne se fait pas. Par contre, voilà, si vous n'avez pas le budget d'un coaching, c'est pas grave. Prenez des petites formations et utilisez le support, utilisez le service client entre guillemets.
écrivez en fait, demandez, posez des questions, interagissez, allez dire voilà, j'ai essayé de faire cet exercice mais j'y arrive pas, est-ce que tu peux m'aider? Parce que toute seule c'est compliqué. Ceci dit, ça reste toujours mieux que rien, à savoir, comme on dit, 1 c'est toujours mieux que 0. Mais après, il y a des choses que tu peux faire en parallèle, à savoir, pour éviter peut-être de te disperser, de faire 15 000 choses en même temps, prendre une feuille A4, écrire lundi, mardi, mercredi jusqu'au dimanche, mettre les horaires et placer toutes les activités fixes qui reviennent comme ça tous les jours, voir combien de temps il te reste et venir placer des actions en priorité. Les actions en priorité, c'est quoi? C'est aller faire des courses pour me faire à manger correctement, ça allait préparer ma chambre, faire en sorte que mon dodo se passe bien, c'est plutôt planifier une marche ou un atelier à l'extérieur ou une activité sportive ou du tricot ou de la lecture, c'est-à-dire dans le temps qui te reste, une fois que tu as enlevé déposer les enfants si t'en as, une fois que t'as enlevé, je sais pas moi, 1 heure de ménage par jour, parce qu'il faut pas en faire plus, t'es en arrêt maladie, une fois que t'as enlevé, je sais pas, les moments où tu prépares les repas, voilà, les trucs de tous les jours, une fois que t'as placé tout ça, il va y avoir du vide. Dans ce vide, en priorité, tu viens placer des activités de bien-être, de détente et de remise en forme. S'il te reste du temps, soit tu te dis, ok, il me reste du temps et je vais rien faire. Soit si au début c'est trop dur, à ce moment-là tu places des tâches supplémentaires, mais vraiment des petites tâches supplémentaires et avoir toujours un chrono pour éviter de plonger comme ça. Récemment avec la dernière que j'ai eue en coaching, elle me dit elle allait donc ranger une robe je crois de sa fille et en voulant mettre la robe dans l'armoire de sa fille, elle voit que tout était mal rangé, un truc comme ça, et finalement, elle y a passé 2 heures à devoir tout replier, tout bien remettre correctement et tout. Donc, prenez des chronos pour vous éviter de vous noyer dans vos tâches. Alors, peut-être que cet exercice avec la feuille A4, ça fait un peu scolaire, mais au moins tu auras une idée réelle du temps que tu passes à faire des tâches domestiques ou administratives de la maison, en tout cas à meubler. Tu vas te rendre compte que tu meubles tes journées pour les meubler et qu'en réalité t'es pas obligé d'en faire autant, et surtout rappelle-toi que si tu fais un burn-out, c'est parce que tu en faisais autant. Donc si tu répètes les mêmes schémas, forcément tu ne peux que aggraver ta situation, parce que pour l'instant, toi t'as besoin de recharger tes batteries pour repartir de plus belle, tu vois, pour reprendre ta vie en main. Non seulement tu t'empêches de recharger tes batteries parce que tu continues à dépenser énormément d'énergie et mentale et physique, mais en plus tu vas juste ralentir davantage le cheminement, le rendre encore plus long, devoir recommencer à plusieurs fois. Vraiment, tu te tires une balle dans le pied, clairement. Pense toujours à mettre en priorité une fois que tu as mis les tâches, encore une fois, régulières, tu vois, un peu comme les charges fixes, quoi, donc les tâches qui reviennent tous les jours. Ce qui te reste comme temps en priorité, tu mets tout ce qui concerne ton hygiène alimentaire et ton hygiène de vie, donc des exercices de relaxation, des exercices de sophrologie, des exercices de yoga, du sport, de la promenade, de la lecture, du tricot, de la peinture, des puzzles ou des temps avec la famille, des temps avec les amis pour avoir ce fameux réseau de soutien. Parce que encore une fois, toute seule, ça ne marche pas. Toute seule, vous allez avoir beaucoup de mal à sortir du burn-out. Si en plus au début vous pouvez pas faire appel à un professionnel, alors profitez de votre environnement. Ils vont jamais remplacer des coachs et des thérapeutes, mais c'est toujours, encore une fois, 1 c'est mieux que 0. Du coup, allez voir des amis, allez voir de la famille ou rejoignez des groupes de soutien, même des forums en ligne. La Safe Place, elle est là pour ça. Ou s'il y a des ateliers autour de chez vous, faites-les. S'il y a des cercles de parole autour de chez vous, faites-les. Sortez de chez vous et allez voir un peu d'autres personnes qui vivent les mêmes choses que vous, histoire de pouvoir partager, véhiculer la parole, partager, prendre, déposer, être soutenu, mais soutenir en échange, parce qu'on a besoin des deux, nous sommes des animaux sociaux, rappelez-vous. Donc, si je devais résumer cet épisode, vous êtes en arrêt maladie. Un arrêt maladie, c'est un arrêt, maladie. Donc, certes, le burn-out n'est pas considéré comme une maladie, mais ça reste un syndrome. Donc, c'est un ensemble de symptômes. Pour une partie, vous êtes sous antidépresseurs, sous anxiolytiques, donc il faut laisser déjà le temps à ces médicaments de faire effet. Des fois, il faut revoir la posologie plusieurs fois. Donc déjà, il faut du temps. Comprenez que 2 semaines d'arrêt maladie ne suffiront jamais. Comprenez aussi que 6 mois d'arrêt maladie, mais en mode je refais les peintures de chez moi, j'arrête pas du matin au soir,
c'est vous tirer une balle dans le pied parce que ça vous empêche de vous remettre de votre épuisement. Et surtout, pour réellement bien vivre un arrêt maladie, il va falloir bosser sur des croyances limitantes. Et pour bosser sur des croyances limitantes, vous avez besoin de professionnels parce que c'est pas quelque chose que vous pouvez faire toute seule. Mais en parallèle, vous avez besoin de recharger vos batteries, donc bien manger, faire des techniques de relaxation, du journaling, de la promenade, du vision board, vraiment des routines self-care en fait. Comme ça, on va dire, vous faites moite-moite. Il y a une partie où je fais le ménage parce que ça me donne l'impression d'être active. Je justifie mon arrêt maladie comme ça, ok d'accord, c'est pas grave, mais au moins en parallèle, à côté, dans l'autre moitié de la journée, vraiment privilégier les siestes, les repos et les activités créatives pour avoir un peu de sérotonine, pour vous faire du bien, parce que c'est seulement comme ça que vous allez pouvoir recharger vos batteries. Et par la suite, il va falloir apprendre à déléguer, à lâcher prise, et tout ça, clairement, ça vient lors d'un travail sur soi, lors d'un travail de connaissance de soi, de réajustement, de recadrage, qu'on fait avec un professionnel. En tout cas, merci plus pour ton écoute. Si tu veux soutenir le Café des Burnies, tu peux me laisser un avis, me mettre 5 étoiles sur la plateforme de Apple Podcast. Tu peux partager cet épisode, on sait jamais. Mets-le autour de toi en story, en post, en mail, en parle autour de toi. On sait jamais le bien qu'il peut faire et les prises de conscience qu'il peut déclencher. Parce que, rappelle-toi, le burn-out a 1000 visages. Et si tu veux échanger sur cet épisode ou une autre problématique en particulier, je t'encourage à rejoindre la Safe Place. Comme ça, tu m'écriras en privé, ça t'évitera les réseaux sociaux. Sinon, réserve ton appel offert avec moi. Tu trouveras aussi le lien dans le descriptif. Sinon, on se capte la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, booste ton feeling good.